Eh bien, je vous invite à ce qu'on redémarre pour cette session qui apparaît de droit et de justice sexuelle. On va être 3 intervenants, donc on va essayer d'être assez court chacun pour qu'il y ait du temps à la discussion. Moi, je vais surtout vous donner quelques éléments de contexte international, plus pour qu'on les ait en tête. Ensuite, Alain va revenir sur la question de la justice sexuelle. En deux? Bouchera en deux, ensuite va revenir sur la situation dans la région MENA et en particulier au Maroc. Et puis, pour finir, Alain va revenir sur la notion de justice sexuelle et les travaux qui ont été faits dessus. Alors, pour démarrer, moi, je vais juste vous faire un petit rappel avec la définition de la santé sexuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, c'est une définition qui a ses limites, qu'on peut aller discuter. Où je la trouve intéressante, c'est que dans de nombreux contextes, elle pose quand même beaucoup de choses selon une définition de l'OMS et non pas selon, pour pas qu'on vous dise que vous êtes un méchant activiste qui a une vision très particulière des choses. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette définition? C'est que la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Et donc, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Souvent, cette partie-là est connue. Elle permet de poser qu'on n'est pas juste sur la question des IST ou des dysfonctions. Elle permet de parler de cette notion de bien-être. Mais quand on lit la suite, elle nous dit que la santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination, ni violence. Donc cette définition-là, elle pose même en termes d'enjeux de santé publique, la question des violences sexuelles, mais aussi la question des discriminations et le droit à avoir des expériences sexuelles et sécuritaires, agréables et sécuritaires. Et enfin, elle introduit tout à la fin que pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Autrement dit, malgré les limites d'une définition qui vient du champ de la santé, cette définition de l'OMS, elle permet de rappeler que la santé sexuelle est un droit. Et pour atteindre une bonne santé sexuelle, il faut du coup avoir des droits, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre, et quelles que soient ses pratiques sexuelles tant qu'elles sont entre adultes consentants. Mais c'est aussi le droit à ne pas être victime de rapports sexuels contraints, c'est le droit à une sexualité épanouie, c'est le droit au plaisir, et c'est aussi le droit à ne pas avoir de rapports sexuels. Donc voilà, où elle est intéressante, c'est que dans beaucoup de contextes, c'est une porte d'entrée pour aborder un certain nombre de questions. Alors, quand on regarde quelques éléments législatifs dans le monde à travers le temps, j'ai pris pas mal de cartes qui viennent de l'Atlas mondial des sexualités, dans son édition de 2022. Vous avez ici l'âge légal de la majorité sexuelle, qui est représenté en bas à droite. En bas, et en vertical, vous avez l'âge moyen du premier rapport sexuel. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas déjà forcément de corrélation entre l'âge légal de la majorité sexuelle et l'âge moyen du premier rapport sexuel. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, dans beaucoup de pays, ça va tourner entre 14 et 18 ans pour l'âge légal à la majorité sexuelle. Ça peut être très tôt, et c'est notamment le cas du Nigeria, qui le pose à l'âge de 11 ans, et c'est notamment lié à des situations de mariage forcé. Et puis, la Corée du Sud, qui va attendre 20 ans. Donc, on est majeur sexuellement qu'à partir de l'âge de 20 ans. Si vous regardez en France, on est à 15 ans d'âge légal de la majorité sexuelle. Donc l'âge à partir duquel vous êtes en capacité de consentir à un rapport sexuel, même s'il y a des exceptions lorsqu'on est en situation d'ascendance, et alors que l'âge moyen au premier rapport sexuel en France, il est autour de 18 ans et demi, 19 ans. On verra les dernières données de l'enquête CSF 2023-2024, le livre sera publié l'année prochaine, mais il n'y a pas vraiment de rajeunissement de l'âge au premier rapport sexuel dans nombre de pays. Ce qu'on voit plutôt, c'est un élargissement par contre de l'écart type, c'est-à-dire qu'en fait, sous une même moyenne, vous avez des gens qui commencent de plus en plus tôt ou de plus en plus tard. Donc on voit plutôt une augmentation en fait de la variabilité plus qu'un changement dans les moyennes. Cette seconde carte, c'est un rappel de la question de la législation sur l'homosexualité dans le monde. Alors elle date de 2022. Vous voyez à la fois un certain nombre de pays en vert qui vont faire des protections assez larges, voire des protections constitutionnelles. Il y en a très peu. Alors en particulier, il y a l'Afrique du Sud, puisque ça c'est l'héritage en fait de la constitution de Mandela. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de loi en Afrique du Sud pour permettre le mariage homosexuel. C'est juste que du fait de la constitution, c'était devenu anticonstitutionnel de ne pas permettre le mariage aux couples de même sexe. Donc on a un pays avec une constitution très protectrice. À l'inverse, vous avez d'autres pays qui vont criminaliser l'homosexualité,
voire jusqu'à aller à la peine de mort, ce qui est le cas d'un certain nombre de cas. Et je me rends compte que j'ai pas mis de carte sur la législation sur les transidentités, le fait d'être transgenre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt aujourd'hui dans une situation de recul sur ces droits-là, et de nouvelles lois qui vont criminaliser ou l'homosexualité ou les transidentités. Notamment, on voit aux États-Unis un recul important sous l'ère Trump. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce n'est pas toujours l'homosexualité qui va être illégale. Dans un certain nombre de pays, c'est la sodomie qui va être illégale. Et d'ailleurs, du coup, ce qu'on va criminaliser, ce sont les rapports entre hommes. Parce qu'on suppose que deux hommes ont forcément des rapports anaux. Il y a souvent le présupposé qu'il n'y a pas de sexualité anale dans les couples hétérosexuels, alors que pourtant c'est documenté sur toute la planète. Et puis du coup, c'est-à-dire que la question de la sexualité entre femmes est carrément invisibilisée. Donc vous avez des variations sur la terminologie. Au Sénégal, ce sont les rapports contre nature qui vont être criminalisés. Ici, vous avez une carte sur le statut légal de l'avortement. Aux États-Unis, vous voyez le recul, puisqu'on a eu une annulation du droit à l'avortement au niveau fédéral ces derniers temps. Il est libre dans les pays qui sont en vert, même s'il y a des reculs sur ce droit à l'avortement ou sur le fait qu'en pratique, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir accéder à une interruption volontaire de grossesse. Et vous avez nombre de pays où c'est en général autorisé, et notamment les pays en orange, uniquement pour des réserves, sous réserve de raisons médicales ou en cas de mise en péril de la vie de la mère. Et donc vous voyez qu'en fait on est encore très très loin sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez aussi sur la question de la prostitution une grande variabilité des législations. Donc vous avez finalement peu de pays en vert où la prostitution est légale et réglementaire. Vous avez des pays en jaune, comme l'Espagne par exemple, où la prostitution est limitée, c'est-à-dire que elle est légalisée, mais tout ce qui va être activité organisée, comme maison close ou proxénétisme, vont être illégales. Et puis vous avez des pays, je pense par exemple à la France, où c'est devenu... Alors, il n'est pas illégal d'être prostitué, il est illégal d'être client. Et on a encore beaucoup de mal, alors c'est souvent sur une position qui est idéologique, que la prostitution, par son existence même, serait une forme de domination des hommes sur les femmes, mais en général, on s'intéresse assez peu au vécu des personnes en situation de travail du sexe. Et sachez que le fait, par exemple, de rendre illégal d'être un client fait que, du coup, la prostitution doit sortir, doit se déplacer dans des zones qui sont plus discrètes, et en fait, on va favoriser des formes de proxénétisme et des formes de domination. Il y a souvent confusion entre lutter contre la prostitution et lutter contre l'exploitation d'autrui et les formes d'esclavage. Donc en fait, souvent, certaines lois qui sont censées améliorer les choses, en fait, ont des effets délétères négatifs. Vous avez ici une carte sur la législation de la pornographie dans le monde. Donc vous voyez avec des écarts importants. La pornographie est en général légalisée en Amérique latine, en Europe et en Amérique du Nord, alors que dans le reste du pays, elle va être illégale. En Afrique, elle n'est pas tout à fait illégale, mais on a des restrictions sur la question de la pornographie qui sont relativement importantes. Et vous voyez un certain nombre de pays où on n'a pas de données. Et enfin, sur cette carte-là, vous avez une représentation des violences physiques et sexuelles dans le monde. Alors, ce sont ici uniquement les violences subies par les femmes qui sont représentées. On est sur des pourcentages de femmes de 15 à 49 ans, déjà mariées ou qui ont déjà été en couple. Donc on a retiré les personnes qui n'ont pas encore été en couple. Vous avez en vert clair le fait d'avoir subi des violences physiques et ou sexuelles au cours de la vie, et vous avez en vert foncé le fait d'avoir subi des violences physiques ou sexuelles au cours des 12 derniers mois. Et donc vous voyez que vous avez quand même, dans tous les continents, vous avez au moins 20 à 30%, voire jusqu'à 50% en Mélanésie, de femmes qui ont subi, en tout cas qui ont déclaré dans les enquêtes avoir subi des violences sexuelles ou physiques au cours de leur vie. Et au cours des 12 derniers mois, on a des variations un peu différentes. On est plutôt à 4-5% dans le cas en Europe, on est plutôt à 20% en Afrique subsaharienne, avec les limites aussi sur la manière dont on arrive à collecter ces informations. Et là, encore une fois, on est uniquement sur les violences subies par les femmes et on a une invisibilisation des violences subies par les hommes qui sont, de manière générale, en pourcentage beaucoup plus inférieur. Par contre, qui sont souvent encore moins déclarées que les violences subies par les femmes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est dans les normes de genre dominantes, il est encore plus difficile pour un homme de dire qu'il a subi des violences que pour une femme de rapporter une violence. Donc si vous voyez qu'on était à 8-10% qui arrivent à des plaintes pour les femmes, on est encore en dessous quand c'est des violences subies par des hommes. Juste pour finir, parce que c'est juste pour donner quelques éléments de cadrage international, c'est de ne pas oublier que les lois d'un pays ne reflètent pas toujours ce qui est accepté socialement.
vous pouvez avoir un pays qui va criminaliser une activité, mais dans les faits, la loi est peu appliquée et elle est globalement socialement acceptée. Vous avez, à l'inverse, des pays où c'est pas illégal, où au contraire, il peut y avoir une montée d'homophobie. Et pour un exemple de ce décalage, c'est le Sénégal qui criminalise les rapports entre hommes, a été le premier pays d'Afrique à faire une enquête de prévalence du VIH auprès des homosexuels masculins en 2004. Et 20 ans plus tard, on peut dire que la situation s'est dégradée au Sénégal. La Côte d'Ivoire, où ce n'est pas illégal, qui a longtemps été un refuge pour des populations LGBT, est en train de vivre socialement pas mal d'attaques, de reprises dans un certain nombre de journaux et puis d'agressions contre ce qu'on va appeler les woubies. Et donc vous voyez un certain nombre de personnes qui sont en train de bouger depuis Abidjan pour aller plutôt vers le Maroc, où pour le coup le Maroc c'est illégal. Donc vous voyez, la question légale et sociale peuvent être dissociées. Il y a aussi cette question que dans pas mal de sociétés, certains comportements sont tolérés tant qu'ils sont secrets. Alors quand on dit secret, c'est-à-dire ça peut être un secret de polichinelle, mais il faut agir comme si c'était secret. J'avais évoqué hier avec certains d'entre vous l'exemple du Mali, où à partir du moment où les choses ne sont pas visibilisées, ça va fonctionner. Par contre, le jour où une association ou un réseau comme Africa Gay fait un événement, là tout de suite il y a des réactions qui vont être particulièrement importantes. Et vous avez un peu la même chose historiquement au Sénégal avec les Gorjigen, qui étaient en Wolof, ça veut dire homme-femme, qui était une catégorie traditionnelle, qui ne posait pas de problème, mais c'est une catégorie qui socialement, on ne parlait jamais de sa sexualité. Comme s'ils n'avaient pas de rapport sexuel, même si tout le monde savait qu'ils en avaient. Et à partir du moment où on arrive à des revendications plus contemporaines, avec des revendications d'être reconnues pour le fait d'être en couple et d'avoir des rapports, là, il va y avoir une opposition qui arrive. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le discours et l'affichage public des individus peut être très différent des opinions intimes et que du coup, il y a des phénomènes de pression sociale et donc des personnes qui vont être très opposées dans la sphère publique, alors que quand on est plutôt sur des opinions collectées différemment, vont pas être problématiques. On a le phénomène inverse et on a quelques travaux en France, par exemple, qui montrent bien que dans certaines catégories de population, plutôt, on va dire, au niveau d'éducation supérieure, on peut plus dire. On sait qu'on n'a plus le droit d'être politique, on ne peut plus être politiquement correct en s'opposant aux homosexuels ou en s'opposant aux femmes, mais dans les sphères privées, les représentations, en fait, n'ont pas beaucoup changé. Donc il y a vraiment à distinguer discours public et opinion intime. Et puis vous avez aussi des phénomènes d'autostigmatisation, c'est-à-dire qu'on va se confronter à des normes en se disant c'est ça qui est attendu de nous, qui va être complètement à l'opposé du désir intime. Et le bon exemple, c'est on sait très bien que beaucoup d'auteurs d'agressions homophobes, en général, sont des personnes qui réprouvent leurs propres sentiments. Et pour ceux qui ont lu Sodomia, qui est une enquête sur l'Église catholique, si vous regardez les cardinaux qui sont le plus opposés au rapport entre hommes, ce sont les mêmes cardinaux qu'on va retrouver sur les sites de prostitution de Rome et qui, en général, portent la grande robe et sont les plus drag queens. Et finalement, c'est ceux qui n'ont pas de désir homosexuel qui sont beaucoup plus ouverts à la question. Donc vous voyez, il y a des... Voilà, c'était juste pour donner des éléments de discussion et un peu de cadrage, et je vais passer la parole pour qu'on puisse...